Le pays qui visiblement est le plus inquiet, disons, sur la perspective d'une guerre avec la Russie, c'est la France, par la voix du président de la République. C'était sa version il y a quelques jours en disant il y a un ogre Poutine qui veut manger, c'est le geste qu'il faisait. Aujourd'hui, la suite de ce point de vue, on verra les points de vue qui s'affrontent. D'autres pensent que c'est une attitude va-t-en-guerre. Le président de la République est là en Moldavie. Regardez, il rencontre la présidente Maia Sandu et qu'on comprenne bien où l'on est. C'est ce pays qui est alors directement aux portes de la guerre, avec aux frontières même de l'Ukraine, un pays limitrophe avec la Roumanie, qui n'est pas membre de l'OTAN et donc qui est très exposé à une éventuelle attaque russe. Et écoutez ce que dit là Emmanuel Macron. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens souhaitent prolonger la guerre et que l'Union européenne opprime les peuples. Ce sont des mensonges. Contrairement à la Russie, l'Union européenne ne menace personne. L'Union européenne n'est en aucun cas l'Union soviétique. Voilà, regardez cette image, et quand on met côte à côte l'image et la carte, le Premier ministre polonais, oui, Tusk, Monsieur Merz, Monsieur Macron, qui sont là ensemble, et on est là tout près évidemment de l'Ukraine, c'est limitrophe, et le bruit de la guerre, je le disais, depuis Odessa, s'entend en Moldavie. En fait, Moldavie, pour le moment, elle est protégée par l'Ukraine. Vous voyez que la Russie ne peut pas venir ni de Biélorussie, ni de Russie pour attaquer directement la Moldavie, ni par la mer Noire. Donc, en fait, le problème de la Moldavie actuelle, c'est que 50% de la population à l'intérieur de la Moldavie est pro-russe. Et ils ont vécu les élections présidentielles très difficiles et les élections législatives très difficiles. Ce qui fait que c'est ça. En fait, c'est un danger qui vient de l'intérieur. En plus, vous avez à la frontière avec l'Ukraine, juste à l'est de Moldavie, vous avez la fameuse Transnistrie. C'est une région qui a pris son autonomie, qui est pro-russe, mais qui en plus a hérité des stocks de la 58e armée soviétique. Et donc, ils sont armés jusqu'aux dents parce qu'ils ont beaucoup d'armes soviétiques. Mais même eux, ils sont pas très demandeurs en fait que les Russes viennent, parce qu'ils ont compris que c'est un lieu de trafic en fait, qui en profite et de Moldavie et de Roumanie pour faire les trafics. Mais donc le danger vient de l'intérieur pour le moment. Mais c'est vrai, voilà, regardez, quand on regarde la carte, évidemment les Occidentaux n'ont pas voulu se battre pour la Crimée qui est une perle historique de l'Europe. Se battraient-ils pour la Moldavie? Évidemment, la question se pose, puisqu'ils n'ont pas voulu se battre même pour la Crimée. Non, c'est la question que ce type de pays se pose, que ça soit la Moldavie ou même la Géorgie que Sergueï a mentionné. C'est des pays qui ne sont pas tout à fait rentrés dans les institutions, donc il n'y a pas ni l'article 5 ni le 52.7 qui les couvre, mais en même temps, c'est une véritable menace pour eux, et certains, bien évidemment, comme on voit là, sont des... Je crois qu'il faut expliquer qu'est-ce qui est visé exactement. Regardons, parce que évidemment, c'est là en Ukraine que des soldats français pourraient se déployer. Est-ce que les Russes viseraient les soldats français prioritairement? Quand on voit le ton où est arrivé la Russie et la France, est-ce que la Russie se dirait sans doute que les premiers qui souhaiteraient viser, ce sont les soldats français? Ils essayent depuis le début de viser tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, on voit bien les aéroports avec les avions français, ils n'arrivent pas à les toucher, les F-16 n'arrivent pas à les toucher au sol. Donc il faut comprendre que si on est présent sur le terrain, c'est pas pour être en ligne zéro, c'est pas pour tirer sur des Russes, c'est pour être sur les arrières, éventuellement par exemple sur la frontière avec la Biélorussie ou la frontière avec la Transnistrie, auquel cas on se déploie avec notre défense aérienne qui prouve jour après jour en Ukraine qu'elle est capable d'intercepter les missiles russes. Donc logiquement, même s'ils essaient de nous viser, on part du principe qu'on a des avions et de la défense aérienne capables de protéger les hommes qui seraient déployés et qui ne sont pas des combattants, encore une fois, c'est vraiment important. On se protège, on protège la population civile et on libère des forces ukrainiennes pour qu'elles soient déployés sur le front. La réponse vous a été donnée la semaine dernière. En fait, les Russes ont attaqué, vous souvenez-vous, on a passé notre plateau à regarder les attaques sur l'ouest de l'Ukraine, y compris dans la Transcarpathie. Et dans la Transcarpathie, ils ont attaqué l'usine américaine. C'est une usine qui appartenait aux États-Unis. Poutine vient de rencontrer Trump, vient de passer soi-disant les accords avec lui pour trouver les accords, etc. Et en fait, il attaque une entreprise américaine. Et je vous rappelle qu'avec l'Ukraine, la signature, vous savez, le truc sur les métaux précieux et rares, en fait, c'était ça l'idée américaine. Ça veut dire que nous, les entreprises qui appartiennent aux États-Unis seront protégées par le simple fait d'appartenir aux États-Unis. Et Poutine vous a démontré que non. Je suis quand même étonné, parce que vous dites on n'a pas peur, les troupes sont toujours pas là en attendant. Les avions ne sont toujours pas dans le ciel ukrainien. Les Ukrainiens demandent la fermeture de leur ciel depuis février 2022.
On est en août Il y a 6 2025. Il y a 6 rafales. Et vous dites, on n'a pas peur, attendez, on n'a pas peur. On a quand même assez peur, puisque 3 ans et demi après, il n'y a toujours pas ce que les Ukrainiens demandaient. Donc on a quand même un peu peur. Oui, évidemment qu'on a peur. On a peur de quoi, Darius? On a peur que ce conflit, au départ localisé, entre frères slaves orthodoxes, héritiers de l'Empire russe et de l'Union soviétique, que ce conflit... Les Ukrainiens disent qu'ils ne sont plus frères. Les Ukrainiens disent c'est une vieille formule russe, nous ne sommes plus frères. Oui, alors ils sont cousins, disons. Voilà, quand vous alliez à Kiev, moi j'y suis allé, quand même dans les parcs, on parlait le russe, etc. Enfin bon, et puis ils avaient des liens très forts. Il y a des mariages mixtes, par exemple. Le chef de l'armée, il est russe, il est né à Moscou, sa famille vit à Moscou, le chef de l'armée ukrainienne. La fortune de Zelensky, le président ukrainien, il a une fortune de 40 ou 50 millions d'euros. Il a fait tout, sa fortune, à la télévision russe. Bon, voilà. Bon. Mais maintenant, évidemment, l'attaque de Poutine a forgé, effectivement, une nation ukrainienne, puisque cette nation a été attaquée de partout, en Galicie, à l'Est, dans le Donbass, un peu partout, par les Russes. Mais ce dont nous avons peur, nous, Français, c'est que cette guerre localisée dégénère en guerre européenne et en guerre mondiale, un peu comme une guerre localisée qui se trouvait en Bosnie-Herzégovine en juillet 1914, un différend en fait entre l'Autriche qui avait colonisé la Bosnie-Herzégovine et des nationalistes serbes, dégénère en Première Guerre mondiale, qui a été le suicide de l'Europe. La télévision russe, regardez la télévision russe qui fait monter ce thème de « ils veulent nous détruire ». Et les Européens nous détestent, disent-ils. Évidemment, ça fait partie peut-être du risque qu'il y ait une attaque, y compris préventive, de la part des Russes. Écoutez. La communauté économique a depuis longtemps cessé d'être économique. Elle se transforme en une communauté politico-militaire dirigée exclusivement contre la Russie. Il faut donc agir à son égard de manière consciente et ferme. Les pays qui prendront conscience à temps et quitteront ce cercle de russophobes auront une chance de prospérer. Les autres pourriront et se désintégreront. Nous nous demandons pourquoi avons-nous besoin d'une Allemagne unifiée si elle est russophobe? Pourquoi avons-nous besoin d'une France unifiée si elle est russophobe? Pourquoi avons-nous besoin d'une Italie unifiée si elle est russophobe? Même chose pour l'Espagne. Historiquement, ces pays étaient davantage un ensemble de royaumes et de duchés distincts. Alors pourquoi lutter contre leurs traditions? C'est n'importe la fixette contre l'Europe. C'est n'importe quoi, parce qu'en fait, tous les pays qu'elle a cités, ce sont des pays russophiles. Il y a encore plein de gens qui disent il faut regarder les cinémas russes, nous adorons la musique russe, nous adorons la littérature russe. C'est mon cas. Par exemple, il y en a d'autres. Et en fait, ils sont devenus russophobes parce que la Russie fait peur. Russophobie, c'est la peur de Russie. Mais je pense qu'il y a aussi dans certains des pays cette division. On l'a vu en Italie, on a commenté dans ce plateau cette semaine ou la semaine dernière de Salvini. Il y a aussi des divisions internes à certains de ces pays avec ces gens qui continuent de vouloir promouvoir la Russie, sa culture et autres, et ceux qui disent non, ce n'est plus nos alliés, il faut faire attention, il faut éventuellement faire la guerre à la Russie. Et la Russie connaît nos divisions et il joue sur nos divisions. On l'a vu en France, on le voit ailleurs en Europe. C'est très important de comprendre aussi qu'ils sont là, pas simplement pour faire la guerre, mais cette guerre informationnelle, cette guerre de division pour cultiver le problème et jouer sur cette manque de volonté politique et cette division dans nos pays. Il faut faire la distinction évidemment entre la Russie éternelle, la culture russe, la musique russe, Prokofiev, Tchekhov, etc., le théâtre russe, Tolstoï, cette immense personnalité inspiratrice, Tolstoï. Et c'est Tolstoï qui est la vraie Russie, c'est pas Poutine. Poutine trahit la Russie et en faisant de la Russie, en imitant en fait le militarisme prussien et allemand, et en faisant maintenant du militarisme russe, alors que la grande figure inspiratrice de la civilisation russe, c'est évidemment Tolstoï et son humilité et sa vision.
Et effectivement, Poutine, au lieu de développer son pays, il avait d'autres choix stratégiques que d'attaquer l'Ukraine. Il pouvait dépenser tout l'argent qu'il a dépensé pour la guerre, le dépenser pour développer les 17 millions de kilomètres carrés, pour toute la Sibérie, etc. Et bien, il a fait un mauvais choix qui, effectivement, qui est d'emmener la Russie sur une voie extrêmement délétère. Aujourd'hui 2025, est-ce que c'est la voie, le temps de renouer les fils, comme certains le disent, ou est-ce que c'est le temps de l'affrontement ? Écoutez ce que dit Peskov, porte-parole du Kremlin, sur la possibilité qu'il y ait des troupes au sol, de réassurance française et autres, pour assurer la paix une fois un armistice ou une cessation des combats conclue. Nous avons une attitude négative à cet égard. Et nous l'avons exprimé à différents niveaux. Il n'existe pas d'armée européenne. Il existe les armées de pays spécifiques. La majorité de ces pays sont membres de l'OTAN. Au tout début, c'est le développement de l'infrastructure militaire de l'OTAN et l'infiltration de cette infrastructure militaire en Ukraine qui pourrait probablement être citée parmi les causes profondes du conflit qui a éclaté. Nous avons donc une attitude négative à l'égard de ces discussions. Amiral Michaud, vous êtes avec nous, vous êtes un officier de très haut rang. Si demain, il fallait faire le choix, même contre la volonté des Russes, envoyer des troupes de réassurance, de contrôle pour défendre, de contribuer à défendre un certain ordre en Ukraine, est-ce que la France prendrait ce risque ? Je ne suis pas dans une situation qui me permet de répondre à ça. C'est vraiment un choix politique par excellence et ce n'est pas un choix militaire. Le choix militaire sera bien sûr d'y aller si le pouvoir politique le demande. Et cette réassurance, en fait, le pouvoir politique l'a répété. Le président de la République, lui, le premier. Et cette réassurance, elle intervient s'il y a au minimum un cessez-le-feu et des pourparlers de paix sont en cours. Donc c'est ça la condition première. Xavier Titelman. En accord complet. Il est légitime de protéger la victime et de ne pas attendre de l'agresseur son autorisation pour protéger la victime. Est-ce qu'un agresseur doit attendre qu'un policier, doit autoriser qu'un policier puisse protéger l'immeuble de sa victime ? Donc non, évidemment. Si demain il y a un traité qui permet d'avoir un cessez-le-feu et si l'Ukraine demande à des pays étrangers, et il n'y a pas que l'Europe évidemment, des pays comme la Turquie, le Canada, l'Australie, les États-Unis se posent la question, le Japon a dit aussi, il y a d'autres pays qui sont prêts à avoir des forces. Le Japon, l'Australie, c'est pas dans l'OTAN, peut-être qu'ils seront acceptés. En tout cas, ce qu'a dit le vice-président J.D. Vance il y a quelques jours, c'est qu'apparemment le 15, ça faisait partie des 3 conditions. La troisième condition, c'était pas de troupes européennes au sol. Il va falloir voir si dans les négociations, on arrive à faire accepter ça. Mais si jamais les négociations sont chapeautées par les États-Unis, il est fort probable que le camp Trump dise en fait, nous, on pense que ces 3 conditions sont plutôt entre guillemets acceptables. Et donc, si jamais on n'arrive pas à des accords à partir de ces conditions-là, c'est que c'est de la faute de l'autre côté, de l'autre partie. Donc c'est ça aussi, il faut le prendre en compte, la position en fait des États-Unis tout simplement. Mais les Américains n'iront pas au sol, ça c'est sûr. C'est sûr et bon. Est-ce que les Européens oseront contre la volonté de la Russie ? Mais c'est-à-dire que si Poutine a dit le 15 à Donald Trump, moi, pour accepter une paix, je ne veux pas de troupes européennes au sol, ça veut dire qu'il n'acceptera pas la paix. Donc après, ça dépendra aussi en partie de ce que Donald Trump acceptera de faire et voudra bien faire. Mais du côté russe, et c'est pour ça que c'est intéressant ce qui a été dit il y a quelques minutes, c'est qu'il y a quasiment un aspect civilisationnel. La Russie se perçoit comme la protectrice naturelle de la civilisation occidentale, des valeurs chrétiennes, des valeurs occidentales. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait un face-à-face, ça fait un contraste qui est intéressant avec ce que dit Emmanuel Macron. Lorsqu'Emmanuel Macron parle d'ogre, parle de prédateur, moi, par exemple, ça me fait penser aux invasions mongoles, ça me fait penser à l'Empire ottoman qui a envahi l'Europe aussi. Donc, il se positionne les deux camps. C'est en ça que c'est un miroir, c'est symétrique. Les deux camps se positionnent comme les protecteurs de quelque chose, quasiment presque comme à une époque, l'Europe et les Grecs se sont positionnés contre les Perses et se sont dit, en fait, nous sommes les protecteurs de l'Occident. Chacun pense être le protecteur de l'Occident à sa façon. Poutine a parlé aussi des pays de BRICS, avec la possible participation dans ces forces. Et en fait, les Chinois ont répondu il y a 2 jours, ils ont dit non. La Chine n'enverra pas ses troupes d'assurance au sol ukrainien. Et donc Poutine était un peu surpris parce qu'en fait les Chinois, pour le coup, ils étaient un peu fermes, même si un jour avant,
il disait qu'ils soutiennent la Russie contre l'Occident, etc. Il y a quelques petits signes. La Chine, pour la première fois, a présenté ses vœux pour l'indépendance ukrainienne dimanche. Première fois de l'histoire. C'est ça. Il félicite l'Ukraine pour son indépendance. C'est jamais arrivé par le passé. Donc il y a quelques petits signes comme ça qui sont étonnants de la part des Chinois.